Bonsoir à tous. Dans cette série de cours sur le budget énergétique des hominines, je voulais consacrer une rencontre à la question de la locomotion. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la locomotion, sur les adaptations à la locomotion. Je ne rentrerai pas dans trop de détails de ce côté-là. Ce qui m'intéresse de discuter avec vous ce soir, c'est plutôt savoir en fait ce que coûte la locomotion, d'où le titre de cette présentation. Vous vous souvenez qu'au cours de l'évolution des hominines et avec le genre Homo, on a vu apparaître un mode de vie avec une adaptation au milieu ouvert où la prédation devenait une composante très importante du comportement, avec derrière des changements sur le plan alimentaire qui étaient essentiels en fait à la croissance en taille du cerveau au cours de l'évolution. Tous ces traits sont très liés les uns aux autres. Et donc, dans ce comportement de prédation, de chasse, d'acquisition de carcasses d'animaux, les animaux, il faut aller les chercher. Et vous vous souvenez qu'on a parlé la dernière fois du coût d'un éléphant. Donc, un éléphant, c'est beaucoup de viande, mais voilà, il faut l'attraper. Il faut courir derrière l'éléphant pendant très longtemps. Et puis, une fois qu'on a trouvé et tué l'éléphant, eh bien, il faut le débiter, transporter la viande, etc. Et donc, dans une perspective énergétique, eh bien, ça n'est intéressant de tuer un éléphant que si finalement on a un bilan positif à la fin. Et dans ce bilan, la locomotion est un aspect essentiel. Au sein des primates hominoïdes, les hommes se distinguent complètement par leur mode de locomotion, qui est un mode de locomotion redressé, un mode de locomotion bipède. Et d'ailleurs, le fait que les autres hominoïdes, en tout cas vu du point de vue des hommes, ont un comportement locomoteur un petit peu identique, a longtemps contribué au fait qu'on a groupé tous ces hominoïdes non humains dans une famille à part qu'on appelait les pongidés, et puis l'homme, lui, on lui avait créé un espace particulier, celui des hominidés. Alors tout ça a été remis en cause en particulier par la phylogénie moléculaire, quand on s'est rendu compte qu'en fait les chimpanzés, les bonobos étaient beaucoup plus proches parents des hommes qu'ils ne l'étaient des orang-outans ou des gibbons qui ne figurent pas sur cette représentation. Et donc, en fait, c'est plutôt les hommes qui, au sein d'un buisson où ils sont très apparentés à certaines formes de grands singes africains, ont fortement divergé en développant ce mode de locomotion tout à fait particulier. Cela étant dit, il ne faut quand même pas non plus retenir l'idée que les grands singes, le chimpanzé, le gorille, représentent une forme primitive de locomotion à partir de laquelle aurait évolué la bipédie. Et ça, c'est une erreur qui est souvent commise par le public, et pas que par le public, parce qu'en fait, on a de bonnes raisons de penser que la locomotion de ces grands singes elle-même est une locomotion assez dérivée, et en particulier, elle a dû s'adapter à une augmentation de la masse corporelle dans ces lignées, comme dans la lignée humaine, il y a aussi une augmentation de la masse corporelle. Alors, cela étant dit, les hominoïdes, surtout les formes anciennes d'hominoïdes, sont connus pour leur adaptation à un mode de vie arboricole, et ils ont développé des modes de locomotion dans ce milieu-là. Alors ça peut être du grimper, je vais vous montrer dans un instant une petite vidéo où on voit un gorille monter un arbre. Et puis il y a des formes
déplacement par suspension, ce qu'on appelle la brachiation, qui consiste en gros à se balancer suspendu au membre antérieur pour se déplacer de branche en branche. Mais en fait, de nombreuses espèces combinent toute une série de formes de locomotion dans les arbres avec de la brachiation, de la quadrupédie sur les branches, un petit peu comme les petits singes, les petits cercopithécoïdes. Et puis, vous voyez, là, c'est un jeune orang-outan, vous voyez, qui fait usage de tous ses membres, y compris de ses pieds, pour se déplacer dans les arbres. Alors, chez les proches parents de l'homme, que sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, on a vu apparaître probablement assez récemment au cours de l'évolution des hominoïdes des formes de locomotion au sol, en particulier à cause de l'augmentation importante du poids, et c'est particulièrement vrai pour les gorilles. Les gorilles adultes, mâles, peuvent monter dans un arbre s'ils ont besoin de monter dans un arbre, mais j'allais dire, ça n'est pas leur terrain de prédilection. Et donc ces grands singes se déplacent dans une position quadrupède en utilisant leurs membres antérieurs et leurs jambes pour se déplacer sur le sol. Et notamment chez le chimpanzé et chez le gorille, on a ce mode de déplacement qu'on appelle en anglais knuckle walking, qui est une marche sur les phalanges, où vous voyez que l'animal s'appuie sur la main repliée et donc sur le dos des phalanges pour appuyer le poids du corps. Ce mode de déplacement, on ne le connaît guère dans la documentation fossile. En fait, on n'a pas de fossiles de grands primates qui utilisent la marche sur les phalanges. Alors il y a eu des suspicions, si je peux dire, à propos de certains primates miocènes, mais cette démonstration est loin d'être acceptée par tous. Elle se fonde sur, non pas la morphologie des phalanges, mais sur la morphologie du carpe, qui est particulière chez des genres comme Ramapithecus, par exemple. Les phalanges sont considérablement renforcées chez le chimpanzé et chez le gorille pour pouvoir supporter ce poids du corps avec des systèmes un petit peu de blocage et puis des consolidations des articulations avec des ligaments pour empêcher la dislocation de la main à cause de cet appui du corps sur les phalanges. Cette locomotion arboricole que je vous ai montrée et cette locomotion sur le sol dans une position quadrupède, évidemment, s'ajoute le grimper. Et voilà, donc un gorille de montagne, je pense que c'est une femelle qui est en train de monter un arbre. Et vous voyez que dans ce grimper, la position du corps, c'est une position verticale. Et en fait, vous entendez même une de mes collègues, cette position verticale du corps, c'est quelque chose sur lequel les paléontologues ont beaucoup insisté en disant que dans le fond, quand on est passé de formes qui étaient des formes légères et des formes qui étaient essentiellement quadrupèdes, je vais vous en montrer tout à l'heure, du Miocène à des formes un petit peu plus lourdes, cette tendance à placer le tronc dans une position verticale, ça a pu être une espèce d'étape prédisposant à la posture bipède et la locomotion bipède. Donc il y a dans le monde des paléontologues une minorité qui pense que la marche sur les phalanges ça a pu être quelque chose qui a précédé la bipédie. La majorité pense plutôt qu'on est passé d'une locomotion arboricole à une locomotion terrestre bipède
avec une espèce d'habituation à cette posture verticale du tronc. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que le chimpanzé, le gorille, le bonobo, même si normalement sur le sol, le plus souvent, il se déplace de façon quadrupède, comme je vous l'ai montré, eh bien, volontiers, il se redresse dans une posture verticale. Alors, ça peut être simplement une posture verticale, mais ça peut être aussi une locomotion, si c'est nécessaire, sur les membres inférieurs. Et cette locomotion, évidemment, elle est très différente de la locomotion qu'on observe chez les hommes, mais c'est quelque chose qui existe chez les grands singes. Ils peuvent marcher, ils peuvent même, je peux dire, courir un petit peu en position redressée. J'insiste aussi, c'est un point de vocabulaire, mais qui est important. On confond, quand on parle de bipédie, on confond parfois la locomotion bipède, c'est-à-dire le déplacement sur les membres antérieurs, et puis la posture, la position bipède. Il y a une différence entre les deux. Donc on peut très bien avoir des espèces où on a occasionnellement ou même souvent une posture bipède sans forcément avoir une locomotion bipède. Alors ces différences qu'on observe entre l'homme et ces grands singes, évidemment, vont se traduire sur le plan anatomique par une multitude de différences. Et je commence par le haut, si je peux dire. Il y a des différences notoires dans l'anatomie de la main entre les grands singes et africains et les hommes. Ici, c'est une comparaison de la main d'un chimpanzé et d'un homme. Et je vous ai déjà dit que chez le chimpanzé, à cause de la locomotion en appui sur les phalanges, il y avait des systèmes de blocage et de consolidation des articulations des phalanges et puis des phalanges sur les métatarses. Il y a aussi des proportions de la main et des proportions des doigts qui sont très différentes de ce qu'on observe chez l'homme. Pourquoi ? Bien parce que dans le fond, la main d'un chimpanzé, quand il se déplace dans le milieu arboricole, doit pouvoir faire office, si je peux dire, d'espèce de crochet pour se suspendre. Et donc, quand les doigts du chimpanzé se replient en arc autour d'une branche, eh bien, il constitue une prise très très solide, sans qu'il y ait forcément un rôle à jouer pour le pouce, qui est, vous le voyez, assez réduit en longueur par rapport aux autres doigts. Alors chez l'homme, la situation est complètement différente. Pourquoi ? Bien parce que chez l'homme, la main ne joue plus aucun rôle dans la locomotion. Elle est utilisée à autre chose. Donc on n'a pas tous ces mécanismes qui sont des mécanismes de renforcement musculaire, ligamentaire et squelettique de la main pour répondre aux contraintes de la locomotion. Mais par contre, on va avoir des modifications, en particulier du carpe et puis de la longueur des doigts, pour permettre toute une série d'utilisation de la main, notamment en faisant jouer au pouce un rôle d'opposition par rapport aux autres doigts. Et donc les hommes sont capables de faire des choses que les chimpanzés ne font pas, en particulier ce qu'on appelle la saisie de précision, qui permet, en opposant le pouce avec tout ou partie des autres doigts, de saisir des objets de toute taille, depuis un crayon jusqu'à une balle de baseball. Et vous voyez ici toute une série de ces prises qui permettent un contrôle très très fin de la saisie de l'objet, et puis là, dans le cas présent, de son lancer, et puis aussi des saisies en force d'objets, toujours pareil, avec le pouce en opposition aux autres doigts. Donc, chez l'homme, plus de rôle locomoteur de la main qui est
utilisés dans des tâches, en particulier des tâches techniques. Alors les autres modifications qu'on va voir se produire intéressent le rachis, le bassin, le membre inférieur. Et en fait, la plupart tournent autour du fait que dans une locomotion bipède, dans une posture bipède, le poids des viscères, le poids du corps, il est transmis de façon verticale au bassin et aux membres inférieurs. Et donc, le bassin humain, qui est ici photographié à gauche et qui est comparé à droite avec un bassin de chimpanzé, eh bien, le bassin humain se comporte véritablement comme un bassin, c'est-à-dire comme une espèce de coupe qui soutient les organes. Et vous vous souvenez que quand on a parlé de la gestation et des problèmes de mise au monde des petits hominines et de la question de savoir jusqu'à quel point le bassin pouvait être large ou pas, j'ai insisté sur le fait que l'ouverture du bassin ne pouvait pas être indéfinie, puisqu'il y avait un risque que justement les organes passent au travers. Alors ce risque, il existe beaucoup moins chez le chimpanzé. Pourquoi ? Eh bien parce que le bassin du chimpanzé, c'est en fait une espèce de voûte à laquelle les organes sont suspendus. Et donc, quand il est dans une position quadrupède, les iliums, cette partie de l'os coxal, du bassin, se trouve au-dessus des organes qui sont supportés par le bassin humain. Donc, il y a des proportions de tous les éléments constitutifs de l'os coxal qui sont très différentes chez le chimpanzé et chez l'homme. Autre différence qui est très très importante, c'est l'anatomie du rachis, de la colonne vertébrale, qui, chez l'homme, présente une série de courbures. Alors ça commence avec une courbure cervicale en lordose, c'est-à-dire avec une concavité vers l'arrière, et puis une courbure dorsale en syphose, c'est-à-dire avec une convexité vers l'arrière, et puis quelque chose qui est vraiment très particulier aux hommes, c'est cette concavité de la région lombaire qui est très directement associée à la locomotion bipède. Et donc on va, notamment dans le registre fossile, les paléontologues s'intéressent beaucoup à cette région anatomique parce que c'est généralement considéré comme porteur de caractères qui permettent de détecter des formes anciennes de bipédie. Et donc on a un mode de fonctionnement du rachis qui est quand même très différent chez un chimpanzé et chez un homme. Chez un homme, c'est une espèce de colonne un petit peu qui joue en même temps un rôle de ressort. Et puis chez le chimpanzé, eh bien, on a une espèce de voûte qui est d'ailleurs assez rigidifiée à sa base avec l'incorporation en fait au sacrum de vertèbres lombaires. Donc c'est très solide, c'est très rigide. Et en particulier, les chimpanzés, évidemment, n'ont pas besoin de tout ce système de courbures successives un peu en ressort. Et du coup, ils n'ont pas cette espèce d'étranglement de la taille qui permet aux hommes de déplacer la partie supérieure du tronc par rapport au bassin, parce que, en particulier pendant le grimpé, chez les grands singes, chez les chimpanzés, il est important de pouvoir mobiliser le tronc facilement en utilisant le membre supérieur et le membre inférieur. Alors pendant la marche bipède, il y a toute une série de muscles qui sont mobilisés chez l'homme. Et ce qui est vraiment particulier à la bipédie humaine et qui la distingue de la bipédie occasionnelle qu'on rencontre chez les grands singes,
eh bien, c'est la capacité et même la nécessité pour les hommes d'avoir une extension complète de toutes ces articulations qui sont mises en jeu pendant la marche. Et vous voyez en particulier, sur cette première image que la cuisse vient en extension complète par rapport au bassin, ce qui va avoir des conséquences en particulier sur l'anatomie de l'ischion, qui est une partie du bassin qui se trouve vers l'arrière. On a aussi, pendant la marche bipède des hommes, une situation d'appui où le tibia et le fémur sont dans le prolongement l'un de l'autre, alors que chez les grands singes, quand ils pratiquent la marche bipède, eh bien, on va toujours garder une certaine flexion du membre inférieur, et cette flexion, elle va se détecter au niveau du genou et aussi au niveau de l'articulation entre le tibia et le tarse. Et quand on regarde l'anatomie de ces parties-là chez les grands singes, on voit que, eh bien, dans la marche, ils n'ont pas cette capacité à étendre la jambe complètement comme les hommes. Alors, sur le plan musculaire, il y a aussi des différences très importantes, et notamment, vous voyez qu'il y a certains muscles qui sont très développés chez les hommes, en particulier le gluteus maximus, la fesse, si vous voulez, qui est beaucoup moins développé chez un gorille. Et donc tout ça, c'est lié à cette locomotion si particulière des hommes. Alors je continue mon déplacement le long du membre inférieur. Le pied. Alors le pied est extrêmement différent chez les grands singes et chez les hommes. Et vous allez voir que c'est lié à la locomotion bipède et à la marche, mais on va en parler dans un instant. C'est lié aussi à une autre possibilité pour les hommes, qui est la possibilité de course, qui est quelque chose qui sollicite énormément le pied sur le plan mécanique. Alors évidemment, d'abord, pour commencer, les proportions des orteils sont complètement différentes chez un grand singe et chez un homme, puisque les grands singes, comme ce chimpanzé, sont capables de saisir un objet avec leurs pieds. Et donc l'hallux, le premier orteil, a une capacité il est en abduction, il est séparé des autres orteils et il peut être opposé aux autres orteils pour saisir un objet. Vous avez vu tout à l'heure un chimpanzé se promener avec une pomme au pied, ou un petit orang-outan qui était capable d'attraper une branche. Donc chez les hommes, on a une réduction de la longueur des orteils, et puis surtout le premier rayon, l'hallux, n'est pas séparé des autres. Il y a aussi à l'intérieur du pied, c'est moins visible quand on regarde simplement la surface de la plante du pied, il faut regarder le squelette. On a une différence qui est très importante entre le pied humain et le pied de nos grands singes, c'est que les grands singes ont un pied qui est relativement plat et qui a une grande souplesse articulaire, en particulier entre le tibia et puis les phalanges, et puis les métatarses et les phalanges. Donc toute cette partie-là qui représente ce qu'on appelle le tarse, eh bien, c'est une partie qui, chez les grands singes, présente une certaine capacité de mouvement, une certaine souplesse, qui est presque totalement perdue chez les hommes, avec un tarse qui est rigidifié. Et ce tarse rigidifié, avec beaucoup de ligaments qui relient tous ces éléments, c'est quelque chose qui va être absolument nécessaire pour
amortir le choc de la marche, mais surtout le choc de la course, et aussi qui joue un rôle de ressort qui emmagasine de l'énergie au moment de la course. Et tout ça se traduit aussi par le fait que chez les hommes, on a une voûte plantaire qui est très marquée, qui est une voûte longitudinale, donc une courbure du pied antéro-postérieure, et puis aussi une voûte plantaire transversale, donc les métatarses forment une espèce d'arche, donc il y a une courbure du pied dans les deux sens qu'on ne retrouve pas chez les grands singes qui, encore une fois, ont un pied qui est beaucoup plus mou, si je peux dire, et beaucoup plus plat, dépendamment des problèmes de longueur de doigts. Alors, je vous en ai déjà dit un mot. La locomotion bipède chez l'homme, ça n'est pas seulement la marche. Et on est capable de marcher, on est aussi capable de courir. Et dans le fond, longtemps, quand on a discuté de l'origine de la bipédie, on ne s'est pas trop posé le problème de la course. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est surtout posé le problème de savoir à quel moment on avait des formes dominines qui étaient dans une posture verticale et qui se déplaçaient de façon verticale, sans parfois comprendre que, en fait, les contraintes imposées par la course sont des contraintes assez distinctes des contraintes imposées par la marche. Et on peut très bien avoir un primate, un hominine, qui a une locomotion bipède et qui est capable, de façon tout à fait efficace, de se déplacer en marchant, mais qui, par contre, n'est pas taillé, si je peux dire, fabriqué pour la course. La course, c'est un mode de locomotion qui est très très différent de la marche, et en particulier, vous voyez que pendant la marche, eh bien, le corps est constamment en appui sur un membre ou sur l'autre. Donc il y a une alternance d'appui avec de l'énergie qui est emmagasinée à chaque pas, mais qui est dans le fond de l'énergie, c'est la gravité, qui est accumulée, qui va être restituée à chaque pas. Alors que dans la course, on a un mode de locomotion qui est complètement différent, puisque vous voyez que l'appui n'est pas permanent. Dans le fond, la course est une espèce de succession de sauts, et cette succession de sauts ajoute sur le plan énergétique quelque chose qui n'existe pas dans la marche, c'est cette énergie qui est emmagasinée grâce à l'élasticité du pied et du membre inférieur et qui va être restituée à chaque enjambée. Alors il y a aussi d'autres adaptations qui sont nécessaires à la course et sont des adaptations qui intéressent le reste du corps. En fait, de courir, ce n'est pas quelque chose qui est, j'allais dire, si évident que ça. Un de mes collègues qui est professeur à l'université d'Harvard et qui est lui-même un coureur de marathon, a beaucoup étudié cette question-là. Et dans le fond, dans ses travaux, Daniel Lieberman montre à quel point la course demande des modifications squelettiques et des modifications musculaires qui se propagent très très loin du pied et de la jambe. Alors, évidemment, le pied et la jambe sont modifiés, on en a déjà dit un mot, il y a cette rigidification du tarse, il y a ces voûtes plantaires, transversales et longitudinales qui se créent, il y a toute une modification des tendons, des ligaments, qui transforment le pied et la jambe en une espèce de ressort, en quelque sorte, qui permet la course, avec notamment un rôle très important
du tendon d'Achille dans cette adaptation. Mais ces adaptations intéressent aussi le tronc, et en particulier, j'en ai déjà parlé, il y a chez les hommes une taille qui est assez marquée et qui permet la rotation de la partie supérieure du tronc par rapport au bassin. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant la course, eh bien la partie supérieure du tronc va compenser les mouvements de balancement du bassin, hein, et quand vous courez, votre membre supérieur se déplace en opposition de phase à vos membres inférieurs, et ça n'est possible que s'il y a une rotation assez facile de la taille, enfin du tronc autour de la taille. Alors les grands singes ont des problèmes complètement différents puisqu'ils ne courent pas dans une position bipède. Par contre, un des problèmes du grimpé, c'est de pouvoir, par exemple, quand on est suspendu, de pouvoir relever son membre inférieur pour saisir une branche. Et ça, au contraire, ça demande exactement le contraire de la course, ça demande une rigidification de la partie inférieure du tronc avec des muscles qui viennent s'insérer sur le membre inférieur, mais qui contribuent à cette rigidification. Il y a aussi des modifications qui sont très importantes pour permettre la course chez l'homme et qui intéressent le cou et le crâne lui-même. Alors le cou, pourquoi ? Eh bien parce que pendant la course, il faut que la tête opère des mouvements qui compensent ces sauts successifs qui constituent la course. C'est-à-dire que quand vous courez, votre tête ne se balance pas dans tous les sens. C'est important que votre regard reste fixé dans une direction et que la tête, dans le fond, les mouvements de la tête soient amortis. Et donc, il y a des modifications à la nuque avec notamment un ligament postérieur qui est assez puissant chez l'homme et qui vient s'insérer sur l'occipital et qui empêche le balancement d'avant en arrière de la tête. Et puis à l'intérieur du crâne, il y a un organe que je cite pour faire plaisir à mon collègue Berthoz qui est assis là-bas à droite et qui est l'oreille interne. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà montré quelques exemples. Donc cette oreille interne, elle est, c'est un organe qui permet d'avoir la sensation de verticalité, la sensation de mouvement, la sensation de position dans l'espace. Et donc cette oreille interne, elle va, avec ses canaux semi-circulaires, elle va être profondément modifiée chez les hominines bipèdes par rapport à ceux qui sont arboricoles pour justement répondre à toutes ces contraintes. Alors venons-en à des problèmes énergétiques. La marche, la course, suivant qu'on est bipède ou quadrupède, a un coût énergétique bien différent. Alors ces courbes représentent la dépense énergétique. Alors on mesure ça en mesurant la consommation d'oxygène. Alors on peut placer un espèce de masque avec un tube sur un volontaire et mesurer combien il consomme d'oxygène quand il marche, quand il court sur un tapis roulant qui va à des vitesses différentes. Ça devient un peu plus compliqué quand on veut faire la même chose avec un chimpanzé ou avec un cheval, mais on essaye d'avoir des données expérimentales. Alors ce qui est assez remarquable, c'est que quand on regarde ce qui se passe au point de vue consommation énergétique pour un cheval, qui peut se déplacer, donc qui est un quadrupède de grande taille, qui peut se déplacer soit en marchant, soit en trottant, soit en galopant, eh bien c'est que pour ces différentes allures, vous voyez qu'il y a un optimum énergétique qui est très marqué. C'est-à-dire qu'un cheval qui est au trot, il est dans un optimum énergétique, disons, entre à peu près 3 et 4 mètres par seconde, vitesse. S'il essaie d'aller
plus vite que ça en trottant, il va commencer à dépenser beaucoup d'énergie. Et aussi s'il essaie d'aller beaucoup plus lentement. Donc on a ce phénomène, ces courbes en U, à la fois pour la marche, pour le trot et aussi pour le galop. Alors le passage du trot au galop, c'est un petit peu moins marqué. Enfin, si parmi vous, il y en a qui ont eu des chevaux et qui ont fait de l'équitation, ils savent très très bien que quand on force un cheval au trot au-delà d'une certaine vitesse, il va passer au galop spontanément parce qu'à un moment donné, eh bien, le coût énergétique du trot devient trop important et donc il passe au galop. Et donc, j'allais dire que spontanément, un quadrupède comme un cheval, si la personne sur le dos et qui fait ce qu'il a envie, quand il va se déplacer, eh bien, il va se déplacer à des allures qui représentent des vitesses discontinues, en fait. Donc, il va avoir une allure lente qui va être le pas, et puis ensuite, il va aller au trot à une vitesse complètement différente, et puis ensuite au galop à une vitesse encore différente. Alors, ce qui est tout à fait particulier avec les hommes, c'est qu'on a ce phénomène d'optimum énergétique pour la marche, mais on n'a pas ce phénomène d'optimum énergétique pour la course. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans cette démarche sautée de la course, eh bien, on a une progression qui est une progression linéaire en termes de consommation d'énergie. Donc, alors évidemment, au-delà d'une certaine vitesse, on est limité par ses capacités physiques. Tout le monde n'est pas un champion de course, hein. Mais il y a donc une sorte de progression linéaire dans la course qui est tout à fait particulière et qui est liée à la bipédie, qui est liée au fait qu'on ne se déplace pas sur nos quatre membres. Alors ces dépenses énergétiques, elles peuvent être mesurées de différents points de vue. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la dépense énergétique en termes de consommation d'énergie par kilo et par unité de temps, hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût de la locomotion. Et vous voyez qu'effectivement, quand on se met à courir, donc ici en abscisse, vous avez des vitesses en mètres par seconde. Vous voyez que quand on passe de la marche à la course, eh bien, on consomme de plus en plus d'énergie et c'est fatigant par unité de temps. Alors maintenant, si on raisonne de façon différente, mais si on raisonne en termes d'énergie dépensée pour transporter des kilos sur une certaine distance, eh bien là, vous voyez que quand on rentre dans le régime de course, on a une espèce de plateau, c'est-à-dire qu'en fait, du point de vue énergétique, du point de vue du budget énergétique, une fois qu'on est rentré dans le mode course, alors en fonction des capacités physiques des uns et des autres, il y a une vitesse optimum pour courir le marathon. Il y a des gens qui courent le marathon très lentement, il y en a qui le courent très très vite, mais on a une espèce de plateau. Et donc la course humaine représente quelque chose de tout à fait particulier de ce point de vue-là. Et on peut prendre la valeur inverse de ce coût du transport, ce qu'on appelle l'économie du transport. Et vous voyez que, bon, alors, évidemment, ce qui est le plus économique, c'est de marcher en termes de transporter des kilos sur de la distance, avec un optimum bien marqué. Mais ensuite, encore une fois, on a évidemment ce plateau pour la course. Alors, il y a une autre approche de ce problème de la vitesse de déplacement et du coût énergétique, c'est ce que l'on appelle l'endurance. Et l'endurance, c'est quoi? Eh bien, c'est votre capacité de courir ou de marcher à une certaine vitesse pendant un temps déterminé. Donc la courbe, c'est cette échelle qui est une échelle de temps, c'est une échelle logarithmique. 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 C'est une
Et vous voyez que quand il s'agit simplement de marcher, alors les hommes, alors la courbe ici avec des ronds noirs et des cercles blancs, ce sont des hommes, et les carrés qui sont ici sont des chimpanzés. Vous voyez qu'à une vitesse déterminée, en marchant, les hommes font preuve d'une bien plus grande endurance que les chimpanzés. C'est-à-dire que, dans le fond, les chimpanzés qui se déplacent à peu près à 2 mètres par seconde, eh bien, au bout de, disons, une demi-heure, ils vont être un petit peu à bout de souffle et ils vont s'arrêter, alors que les hommes peuvent continuer pendant très longtemps. Vous voyez que la courbe atteint une valeur de 10 000 minutes. Alors, 10 000 minutes, ça fait plusieurs jours, hein, donc on dort, mais il y a des gens qui peuvent marcher très très longtemps et qui peuvent courir très très longtemps. Et les hommes ne sont pas de très très bons sprinteurs. Vous voyez que dès que la vitesse dépasse à peu près 6 mètres par seconde, eh bien, l'endurance diminue de façon drastique. Et donc, on tombe, dès qu'on arrive dans des vitesses élevées, eh bien, en quelques minutes, dans le fond, les hommes sont obligés de s'arrêter. Cette transition ici, elle correspond à un mode de consommation d'énergie, si je peux dire, pendant la course, qui est ici un mode anaérobie et ici un mode aérobique. Donc ces vitesses de course qui sont des petites vitesses de course, eh bien c'est la vitesse de course de votre jogging qui vous permet de continuer à courir très très longtemps parce que vous, dans le fond, vous continuez à respirer et à fournir à votre organisme l'oxygène dont il a besoin et l'énergie dont il a besoin pour continuer cette course. Alors quand on est dans le sprint, là, c'est complètement différent. Donc les hommes, bien que ce ne soient pas des coureurs de sprint, qui ne soient pas très rapides comparés à d'autres quadrupèdes, ont une qualité tout à fait unique au sein des primates, c'est une capacité d'endurance à des vitesses modérées qui est tout à fait remarquable. Je ne dis pas tout le monde dans la salle, mais presque tout le monde peut s'entraîner pour un marathon. Et il y a des tas de gens qui s'entraînent pour des marathons, c'est très à la mode. Tout le monde ne meurt pas en arrivant. Donc, on arrive à courir pas mal de kilomètres. Et, enfin, vous le savez peut-être, mais il y a des super marathons. Il y a des gens qui courent plusieurs marathons l'un derrière l'autre. Il y a des courses complètement extravagantes. Et les gens courent 80 km ou plus, voire sur plusieurs jours. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier aux hommes. Alors, quand même, avant de quitter cette diapo, je vous fais remarquer ici les chimpanzés. Donc, une endurance très faible. Les carrés noirs, ce sont des chimpanzés en mode bipède. Hein, et puis, le carré blanc ici, là, c'est un chimpanzé en mode quadrupède. Vous voyez qu'il est un petit peu plus endurant en mode quadrupède qu'en mode bipède, mais ça reste très très inférieur à ce qu'on observe chez les hommes. Alors cette combinaison de caractères qui est tout à fait propre aux hommes, qui est le fait que quand les hommes courent, dans le fond, ils n'ont pas de vitesse de course optimum, ils peuvent varier la vitesse de course sans que sur le plan énergétique, ça soit trop dramatique, alors que pour les quadrupèdes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont des vitesses fixes, discontinues, qui sont des vitesses optimum, et la capacité d'endurance très grande chez les hommes qui sont capables de courir très longtemps, avec un autre trait dont on parlera la semaine prochaine, qui est lié à la thermorégulation et à la capacité qu'ont les hommes de refroidir leur corps par la transpiration, eh bien, on pense que cette combinaison de caractères, ça représente une adaptation
essentiel chez les hommes qui est lié à ce comportement de prédation dont on a parlé déjà au cours des rencontres précédentes. Et je voudrais vous montrer une courte vidéo qui vous montre la technique qui est utilisée par des chasseurs San, des chasseurs qui vivent dans le Kalahari, pour capturer des animaux. Et vous allez voir que ce n'est pas exactement ce que vous imaginez, c'est-à-dire ce n'est pas simplement jeter une sagaie ou des flèches sur un animal pour le capturer, c'est quelque chose qui est assez différent. Donc voilà des chasseurs San qui patrouillent dans l'environnement jusqu'à ce qu'ils repèrent une proie. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont la poursuivre à la course en se relayant pendant une période assez longue. Et ces hommes sont capables de courir pendant des heures derrière ces animaux. Alors, ils ont une capacité que l'antilope qu'ils poursuivent n'ont pas, c'est la capacité de transpirer. Et donc, ils vont pouvoir non seulement courir très longtemps, mais continuer à refroidir leur corps, à l'occasion en buvant un petit peu ou en se mouillant. Mais les quadrupèdes couverts de poils n'ont pas cette capacité. Et en particulier, pendant les heures chaudes de la journée, on peut amener un animal à, dans le fond, s'effondrer simplement à cause d'une augmentation de sa température interne. Et dans le fond, les armes qu'utilisent ces hommes sont juste utilisées pour achever ces animaux après les avoir épuisés à la course. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été observé, filmé assez souvent. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que les hominines, à un certain moment, se sont spécialisés dans ce type de chasse, qui est un type de chasse, soit dit en passant, assez différent de celui qui est pratiqué par d'autres prédateurs dans les savanes africaines, qui sont plutôt des chasseurs nocturnes ou de la tombée de la nuit ou de la tombée du jour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux aussi ce problème de régulation thermique qu'ont leurs proies. Et les hommes, avec la perte des poils et la capacité de transpirer et cette adaptation à la course d'endurance, ont pu développer ce mode de prédation qui est tout à fait particulier. Alors évidemment, on aimerait bien savoir quand ce comportement a commencé dans le passé. Alors on n'a pas vraiment évidemment pour les périodes très anciennes de l'évolution humaine, on n'a pas de sagaie comme celle que ce chasseur San vient d'utiliser devant vous, mais on sait que au moins déjà depuis le Pléistocène moyen, les hommes disposent d'armes. Ici, il s'agit d'un épieu en bois qu'on peut lancer, alors pas une très grande distance, mais qui est assez efficace, qui vient d'un gisement qui s'appelle Schöningen, qui est en Saxe-Anhalt, en Allemagne, où on a trouvé, en fait, pas un épieu comme celui-là, mais toute une série, en même temps que toute une quantité de squelettes de chevaux qui ont été chassés par ces hommes. Et on a dans d'autres gisements pléistocènes des restes osseux. Ici, c'est une omoplate de cheval qui montrent des impacts comme celui-là. Donc ce comportement que je vous ai montré chez les chasseurs San, c'est probablement quelque chose qui est relativement ancien. Et mon collègue Dan Lieberman et ses collaborateurs pensent qu'en fait c'est quelque chose qui remonte probablement à au moins 1,5 million d'années, avec ces Homo erectus qui ont adopté ce mode de vie à un milieu complètement ouvert dont on a parlé déjà très souvent. Alors regardons maintenant dans le registre fossile si on peut trouver les traces dans le fond de tous ces changements dont je vous ai parlé. Alors si on remonte très loin dans le passé, au milieu du Miocène et même au début du Miocène, eh bien on a des formes qu'on considère comme des formes ancestrales de tous les hominoïdes, c'est-à-dire les grands singes et les hommes, comme ce Proconsul africanus
du Kenya qui vivait il y a 23 et 14 millions d'années. Ce proconsul, c'est une forme qui est d'une taille beaucoup plus petite que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est beaucoup plus petit qu'un chimpanzé, a fortiori qu'un gorille ou qu'un homme. Et donc ces formes miocènes, je vous l'ai déjà signalé, eh bien, dans le fond, on n'observe pas chez elles de traces de marche au sol en appui sur les phalanges, des choses comme ça. Et ça, c'est lié très certainement au fait qu'elles n'ont pas ces problèmes de poids qu'ont les gorilles, les chimpanzés. Et donc, elles se déplacent en milieu arboricole, essentiellement de façon quadrupède ou à l'occasion en pratiquant des déplacements suspendus par brachiation. Alors, c'est seulement à la fin du Miocène qu'on va commencer à trouver des fossiles qui sont considérés par beaucoup comme montrant les premières traces de bipédie. Alors, par ordre chronologique, si je peux dire, le premier d'entre eux, c'est celui-là, c'est Sahelanthropus tchadensis, qui a été découvert par Michel Brunet. Donc, vous avez peut-être suivi les cours dans cet amphithéâtre, et qui est donc un primate considéré par Michel Brunet et ses collaborateurs et par beaucoup de monde comme un hominine, c'est-à-dire une espèce qui appartient à la lignée qui va mener vers l'homme après la séparation d'avec les ancêtres du chimpanzé et du gorille. Et pourquoi est-ce qu'on a classé ce Sahelanthropus tchadensis, ce fameux toumaï, au sein des hominines? À cause de caractères dentaires qui ne nous intéressent pas beaucoup aujourd'hui, mais surtout à cause du fait que la position de son foramen magnum, c'est-à-dire l'endroit où la colonne vertébrale vient se placer sous le crâne et où la moelle épinière rejoint le cerveau, eh bien, ce foramen magnum, il est dans une position qui est une position avancée et il est aussi dans une orientation qui est une orientation qui suggère une position verticale du tronc sous le crâne. Donc on a un foramen magnum qui est avancé et une orientation du foramen magnum qui se rapproche de celle qu'on observe chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on observe chez un chimpanzé, par exemple. Vous voyez que le foramen magnum se trouve beaucoup plus vers l'arrière du crâne et orienté dans une position qui est beaucoup plus oblique, ce qui est logique, puisque dans le fond, vous vous souvenez que sa colonne vertébrale va se placer ici, dans une position oblique, quand il est dans un déplacement quadrupède. Alors, cette analyse du crâne de Toumaï ne fait pas l'unanimité. De toute façon, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui fasse l'unanimité en paléontologie. Et donc, on a pas mal discuté, en particulier de la reconstitution qui a été faite par Zollikofer et collaborateurs du crâne de Toumaï, de cette histoire d'orientation du foramen magnum. Il semble en fait que c'est plutôt, je dirais, la position du foramen magnum qui semble pertinente plus que son orientation. Et récemment, il y a un des élèves de Michel Brunet, je crois, Néo, qui a publié un article qui est tout frais, vous voyez, c'est de 2017, où il a analysé, en utilisant un certain nombre de paramètres métriques, il a analysé les variations de la position du foramen magnum dans un grand nombre d'espèces de primates, et il montre de façon assez convaincante qu'effectivement, Sahelanthropus tchadensis se place au sein, ici voilà l'homme moderne, vous avez ici les néandertaliens, les Homo erectus, donc se place très très près à l'intérieur de la variation des valeurs observées dans le genre Homo et
très très loin de ce qu'on trouve chez un gibbon ou chez d'autres grands singes, ici un chimpanzé. Toujours dans le Miocène, dans la fin du Miocène, on a un autre fossile, alors, qui lui ne vient pas du Tchad, qui vient du Kenya, qui s'appelle Aurorine tugenensis, qui est un peu plus récent, environ 6 millions d'années, qui a été découvert par Brigitte Senu et Martin Pickford. Alors c'est un fossile qui est... c'est une espèce qui est représentée par des restes assez fragmentaires. Malheureusement, on n'a pas de crâne, on a des restes dentaires. On a aussi des restes post-crâniens, infracrâniens, et en particulier, on connaît l'anatomie du fémur de cette aurorine, et c'est ce fémur qui a fait considérer pendant un moment aurorine comme le premier bipède connu. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il a une morphologie en particulier du col du fémur et de la tête du fémur qui se rapproche, c'était l'analyse de Martin Pickford et de Brigitte Senu, qui se rapproche des conditions observées chez l'homme, avec un col assez long et une tête du fémur qui est relativement bien définie et sphérique, tournée vers l'avant. C'est ce qu'on s'attend à trouver chez un bipède. Alors, il y a d'autres caractères qui ont été un petit peu plus discutés par leurs collègues, en particulier l'angle entre ce col du fémur et puis la diaphyse elle-même. Il y a un caractère tout à fait particulier à l'homme, qui est le fait que quand on est en position, quand on est debout, le fémur est dans une position oblique, avec des genoux qui sont assez proches l'un de l'autre, et une orientation oblique qui est liée à la longueur du col du fémur, et puis aussi à cet angle entre le col du fémur et la diaphyse. Alors il y a eu des analyses ultérieures qui ont été faites de ce matériel par d'autres auteurs, et disons que tout le monde convient que Aurorine est un bipède. Maintenant, on a tendance à penser qu'il se rapproche plus en termes anatomiques de ce qu'on va trouver chez les australopithèques un petit peu plus tard que de ce qu'on trouve dans le genre Homo lui-même, chez les hommes lui-même. Alors, troisième espèce qui a beaucoup attiré l'attention dans cette problématique de l'origine de la bipédie, encore un fossile d'Afrique de l'Est, cette fois-ci d'Éthiopie, Ardipithecus ramidus, 4,5 millions d'années. On possède un assez grand nombre de spécimens. Beaucoup sont très fragmentaires, beaucoup de restes dentaires. Et on a un squelette. Alors, bon, évidemment, comme vous le voyez, il est quand même assez incomplet, mais il y a de nombreux éléments qui sont représentés. Et cet Ardipithecus, pourquoi on l'a reconnu comme bipède? Essentiellement à cause de caractères du tibia et du tarse. Vous vous souvenez que je vous ai dit que chez l'homme, il y avait une extension complète de la jambe, donc il n'y avait pas cette position fléchie qu'on observe dans la démarche bipède des grands singes, cette position fléchie de la jambe et de la jambe sur le pied. Donc là, on a une articulation entre le tibia et le tarse qui traduit une position en extension de la jambe. Ça semble être confirmé par des caractères du bassin, mais bon, vous le voyez, le bassin est quand même très déformé et très fragmentaire. Et donc, cet Ardipithecus a été reconnu comme bipède. Alors cela étant dit, quand on regarde les restes des pieds d'Ardipithecus, on voit que même s'il est capable d'un déplacement bipède, eh bien, il a conservé un grand nombre de caractères qui traduisent son adaptation au milieu arboricole.
Alors vous avez peut-être vu sur la photo précédente la morphologie de ces mains, hein, qui sont très très loin de la morphologie que je vous ai montrée chez un homme tout à l'heure, là, notre joueur de baseball. Et donc un pied avec un hallux qui est opposable aux autres doigts et qui permet la locomotion arboricole. Alors, il y a un point qui a été aussi relevé au moment de la description de cet Ardipithecus, c'est le fait que, dans le fond, l'idée qui a prévalu pendant très très longtemps sur l'origine de la bipédie, c'est que l'origine de la bipédie était liée à une adaptation à un milieu de savane. Dans le fond, l'idée générale, c'était que des primates hominoïdes qui étaient adaptés au milieu arboricole, alors peut-être avec cette préférence pour la position orthograde redressée du tronc en se déplaçant le long des arbres, eh bien, quand les arbres ont disparu, eh bien, dans le fond, avaient le choix, si je peux dire, entre une adaptation quadrupède et bipède, et ils sont allés vers une adaptation bipède. Alors, ce scénario, cette hypothèse, qui était essentiellement échafaudée autour du fait que depuis le Miocène, on a un changement climatique assez important à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'on a des températures moyennes qui ont tendance à baisser sur l'ensemble de la planète. Alors, je ne parle pas des derniers 20 ans ou 50 ans, mais on a donc un refroidissement général du climat et surtout en Afrique, une montée de l'aridité qui a fait disparaître de grandes surfaces forestières. Alors en Europe, au Miocène, on avait toute une variété de grands singes qui vivaient en Europe dans des milieux forestiers. Donc tous ces milieux-là ont disparu. Et donc l'idée, c'était que la bipédie, dans le fond, c'était une adaptation au milieu de savane. Alors, ce qui est apparu avec ces découvertes comme Sahelanthropus toumaï ou l'Ardipithecus éthiopien, c'est qu'en fait, ces formes vivent dans des milieux qui sont beaucoup plus humides que ce qu'on avait imaginé. Et donc, manifestement, la bipédie n'est pas apparue comme on l'avait imaginé. Elle est apparue chez des formes qui pratiquent encore beaucoup de locomotion dans les arbres et qui vivent dans un milieu où il y a des arbres. Alors, je vous disais que la paléanthropologie, ce n'était pas un monde qui était très consensuel. Il y a toujours des critiques. Et dans le fond, la critique principale qui a été apportée à ces découvertes et à leur interprétation, Ardipithecus, Aurorine, Toumaï, etc., eh bien, c'est une critique, je pense, qu'il faut quand même considérer avec sérieux. Et elle repose sur le fait qu'aujourd'hui, on ne connaît que très peu d'espèces d'hominoïdes qui vivent encore, qui ont survécu jusqu'à la période actuelle. En fait, si on remonte dans le Miocène, l'époque où vivait mon proconsul, là, il y a une vingtaine de millions d'années, et même dans les périodes qui ont suivi, il y a une variété incroyable de ces primates hominoïdes. Dans le fond, l'apogée des primates hominoïdes, ce n'est pas maintenant, c'était le Miocène. Et depuis le Miocène, probablement d'ailleurs avec ces changements environnementaux dont je vous ai parlé, eh bien, dans le fond, il y a un déclin de cette superfamille des hominoïdes au profit de la superfamille des cercopithécoïdes, les macaques, les babouins, les semnopithèques, tous ces animaux-là, qui, eux, vont littéralement exploser en nombre d'espèces pendant le Pliocène et les périodes suivantes, et qui sont d'ailleurs toujours en expansion. Et donc la seule exception à ça, c'est l'homme, évidemment, qui peuple toute la planète. Et donc le problème, c'est que chaque fois qu'on trouve un fossile, eh bien, on veut absolument l'attribuer à la lignée ancestrale d'une des espèces actuelles. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a de nombreuses espèces qui ont existé dans le passé. Et quand je dis espèces,
Ce n'est pas seulement des espèces ancestrales du chimpanzé ou de l'homme, mais des espèces qui représentaient des lignées apparentées, voire des lignées non apparentées, qui ont complètement disparu. Et donc, la critique qui est apportée par certains, comme par exemple Wood et Harrison, c'est que dans le fond, ces fossiles qu'on trouve dans le Miocène, et dont je vous ai dit quelques mots, peuvent très bien avoir représenté des formes qui avaient acquis une certaine bipédie et un certain nombre de caractères qui sont des caractères qui évoquent ce qu'on trouve chez les hommes ou chez leurs ancêtres directs, mais ça ne veut pas dire forcément que ces formes-là sont directement ancestrales de notre lignée. Elles peuvent avoir représenté des tentatives infructueuses, si je peux dire, de développer une forme de bipédie qui n'a pas connu de postérité jusqu'à aujourd'hui. Et Wood et Harrison tirent argument d'un fossile qui est connu depuis le XIXe siècle, qui est l'Oreopithèque, Oreopithecus bambolii. Vous pouvez voir cette plaque de lignite avec cet Oreopithèque au Jardin des Plantes, là, au Muséum d'histoire naturelle, si vous y passez. Donc c'est un fossile qui a été découvert en Toscane et qui est un primate qui vivait il y a 7 ou 8 millions d'années. Et quand ce primate a été étudié par un paléontologue suisse qui s'appelait Hürzeler, eh bien Hürzeler a reconnu dans la morphologie de cet Oreopithèque toute une série de caractères qui sont des caractères qu'on trouve chez les hominines. Par exemple, pour Hürzeler, la position du foramen magnum sous le crâne de l'Oreopithèque suggère une position bipède. Des caractères de la colonne vertébrale et surtout du bassin, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce bassin, il a une forme avec des iliums qui sont assez larges, assez étalés, très différentes de ce qu'on trouve chez un chimpanzé. Et donc, Hürzeler en avait conclu que c'était un hominine et que c'était un hominine bipède. D'accord ? Alors, je crois qu'au début de la préparation de ce fossile, je crois que le bras de l'Oreopithèque n'était pas visible. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup, Hürzeler s'est beaucoup excité sur la morphologie du bassin, des vertèbres, etc., avant de se rendre compte quand même que le membre antérieur de l'Oreopithèque clairement montre qu'on a affaire à une forme arboricole. Alors depuis, l'Oreopithèque a été étudié avec beaucoup de détails par d'autres paléontologues, et on sait maintenant que d'abord, ce n'est pas un hominine, et tous ces caractères qui le rapprochent des hominines sont des caractères qui ont été acquis par convergence. On ne pense pas qu'il avait vraiment une démarche bipède du tout, et c'est un cas de ce qu'on appelle de l'homoplasie, c'est-à-dire l'acquisition de caractères qui ont l'air d'être les mêmes, mais par des lignées différentes. Alors, passons à l'étape suivante, si je peux dire, qui est celle des australopithèques. Alors, vous reconnaissez tous, j'imagine, la petite Lucie. Je l'ai appelée ici de son triste nom de AL 288-1, et qui est, pour cette espèce d'australopithèque, Australopithecus afarensis, le spécimen le plus complet qu'on connaisse, en tout cas pour ce qui est du squelette infracrânien. Et ce squelette présente de nombreux caractères qui démontrent que là, sans discussion, on a affaire à une espèce qui est non seulement bipède dans sa posture, mais bipède dans sa locomotion. Je ne vais pas vous détailler tous les caractères de Lucie et de sa bipédie, mais je vous en montre quand même un ou deux. Je vous ai parlé de cette orientation particulière du fémur chez l'homme, qui est en position oblique, avec des tibias qui sont beaucoup plus rapprochés, qui sont en position parallèle. Eh bien, c'est quelque chose qu'on reconnaît tout à fait dans la morphologie du genou. Alors, ce n'est pas le genou de Lucie, c'est le genou de AL 129, 1A et B.
Et vous voyez que lorsqu'on met en contact cette partie inférieure de fémur et cette partie supérieure de tibia, on voit très très bien cette orientation qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on trouve chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on trouve chez un chimpanzé, où ces deux os sont dans le fond dans le prolongement l'un de l'autre. Le bassin, alors le bassin de Lucie, le voilà ici reconstitué. Alors bon, il y a des reconstitutions qui varient d'un auteur à l'autre, mais tout le monde est quand même d'accord pour dire que ce bassin ressemble beaucoup plus à un bassin humain qu'à un bassin de chimpanzé, avec ces caractéristiques de soutien dans le fond du tronc et des viscères, des organes qu'il contient. C'est quand même un bassin qui est assez large, assez aplati antéro-postérieurement, avec des ailes iliaques qui ont tendance à être en position un peu coronale, beaucoup plus que chez un homme. Donc une morphologie dominine, mais une morphologie dominine différente de celle qu'on a chez l'homme actuel. Alors on pourrait passer une heure sur le squelette de Lucie. Je suis sûr que d'autres avant moi l'ont fait dans cette salle. Mais ce qui est intéressant avec Australopithecus afarensis, c'est qu'on a une combinaison de caractères qui montre très clairement qu'on a affaire à des bipèdes qui sont capables de se déplacer de façon normale, courante, sur leurs pattes de derrière. Mais en même temps, il y a un certain nombre de caractères de l'épaule, du bras et aussi de la main, avec des phalanges qui sont relativement courbées, qui suggèrent à beaucoup qu'en fait, cette espèce combinait deux formes de locomotion, bipède en milieu découvert quand c'était nécessaire, mais avec probablement une capacité supérieure à la nôtre, en tout cas, de retourner dans les arbres quand c'était nécessaire. Et vous savez que c'est un comportement qui est courant chez des grands singes comme les gorilles dont on parlait tout à l'heure, qui vivent essentiellement au sol, mais qui vont aller dormir dans les arbres, qui construisent un nid, qui montent dans un arbre pour se mettre à l'abri des prédateurs. Et peut-être que c'est le genre de comportement qu'avaient encore ces australopithèques. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ischion, hein, qui est une partie du bassin. C'est la partie sur laquelle vous êtes assise. Quand vous vous asseyez, ce qui touche la chaise sont les ischions. Hein. Eh bien, ces ischions, chez l'homme, sont orientés postérieurement. Et ils sont orientés postérieurement, pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet justement l'extension complète de la jambe. Et on retrouve exactement cette orientation des ischions chez nos australopithèques, alors que chez le chimpanzé, ou même chez Ardipithecus, on n'a pas encore ce caractère qui est mis en place. Il y a eu aussi beaucoup d'études sur l'articulation du tibia et du tarse, ou l'articulation du genou. Il y a quelques années, avec Dan Lieberman et puis un jeune collègue israélien qui s'appelait Meir Barak, nous avons regardé l'orientation des trabécules osseux à l'intérieur du tibia de ces formes, et on a comparé ça à des données expérimentales que l'on avait acquises en faisant courir des petites chèvres sur des tapis roulants inclinés avec différents angles. En gros, l'idée, c'est que c'est suivant la direction principale de contrainte mécanique que ces trabécules s'orientent au cours du développement, et avec une capacité, une plasticité très très grande, c'est-à-dire qu'au cours de la vie de l'individu, surtout quand il est jeune, ces trabécules peuvent changer d'orientation, et donc on a montré qu'effectivement, cet australopithèque, eh bien, il marchait avec une jambe complètement étendue et non pas une jambe semi-fléchie. Alors la démonstration probablement la plus spectaculaire de la bipédie de ces Australopithecus afarensis, eh bien, sont ces fameuses pistes qui ont été découvertes à Laetoli en Tanzanie. Alors, ce sont des pistes qui ont été laissées par des australopithèques,
je ne sais pas s'ils se tenaient comme ça, hein, mais qui ont été laissés par des australopithèques dans des cendres volcaniques qui étaient fraîchement tombées, hein, donc juste après une éruption volcanique, probablement un sol qui était un peu humide, et donc on a la chance d'avoir ces traces de plusieurs individus qui ont été découverts à l'Aitolie. Et évidemment, on a pu étudier avec beaucoup de détails ces empreintes, et en particulier, ce que vous voyez ici représenté en fausse couleur, c'est la profondeur de différentes parties du pied au cours du posé du pied. Donc ce qui est ici à gauche, c'est un pied humain, j'espère que vous le reconnaissez. Ici, c'est un pied de chimpanzé, vous le reconnaissez aussi. Et ici au milieu, eh bien, c'est une des empreintes de pied de l'Aitolie. Alors, ces empreintes de pied de l'Aitolie, elles ont été disséquées, en particulier par Kevin Atala et d'autres chercheurs. Alors, la forme générale, c'est la forme générale d'un pied humain. Tout le monde reconnaît ça immédiatement. La démarche, elle est bipède, très différente de la forme d'une empreinte de pied de chimpanzé. En particulier, vous voyez que l'hallux n'est pas divergent comme il est, et long comme il est chez un chimpanzé, donc un pied qui ressemble beaucoup plus à un pied humain. On a des os du tarse et des métatarsiens d'Afarensis qui ont été étudiés. On sait qu'il y a un début de voûte plantaire, de voûte longitudinale et de voûte transversale, mais vous voyez quand même, en regardant ces photos qui montrent donc la profondeur des empreintes, qu'on a quand même un pied qui est beaucoup plus plat que le pied d'un homme actuel. Et puis aussi une différence qui est assez notoire, alors c'est une empreinte qui est assez élargie vers l'avant, une différence assez notoire, c'est dans le fond la prépondérance du talon dans la profondeur de ces empreintes et le fait que les orteils, mis à part l'hallux, le gros orteil, les orteils sont très peu marqués, alors qu'ils le sont chez un homme moderne, enfin, en tout cas sur une empreinte de pied d'homme moderne. Et ça traduit une morphologie de pied. Alors, encore une fois, on n'a pas ce pied, j'allais dire, mou et plat des grands singes, mais on a quelque chose qui est encore assez loin de ce qu'on trouve chez les hommes actuels. Alors, on a quand même beaucoup de connaissances anatomiques de ces Australopithecus afarensis, et depuis quelques années, on a aussi des programmes qui permettent de simuler le fonctionnement biomécanique d'un homme actuel, d'un chimpanzé actuel. Comment? Eh bien, en remontant sur un modèle 3D comme celui-là, en insérant de façon virtuelle tous les muscles qui sont impliqués dans la marche, et puis on peut ensuite rentrer dans le programme, dans le fond, la masse musculaire, le type de fibres musculaires, l'orientation de ces insertions musculaires, etc. Et on arrive à créer des modèles très, très, j'allais dire, réalistes, fiables, qui reproduisent, dans le fond, la mécanique de la marche chez un homme actuel. Alors, ce qui est bien avec les hommes actuels, c'est qu'on a beaucoup d'hommes actuels, donc on peut comparer le modèle, avec la simulation, enfin avec excusez-moi, on peut comparer le modèle avec la réalité, mais on a fait exactement le même genre de choses avec notre squelette d'Australopithecus afarensis, et grâce à ça, on peut mesurer le coût énergétique de la marche chez un afarensis et la comparer à ce qu'on trouve chez des hommes actuels. Ce que vous avez ici, c'est la dépense énergétique pendant la marche chez des individus humains qui sont représentés par ces ronds noirs, et cette courbe, c'est celle qui s'adapte le mieux à cette variation, en fonction
donc cette dépense énergétique, elle est exprimée en fonction de la masse corporelle. Et donc, vous voyez que, en le fond, avec des masses corporelles d'adultes, c'est là qu'on a la marche qui est la plus efficace sur le plan énergétique. Lucie se place, qui est représentée par cette petite croix, se place au-dessus des valeurs qu'on observe chez un homme adulte ou une femme adulte actuelle, mais vous voyez que ça correspond à peu près à la consommation énergétique en termes d'efficacité d'un homme actuel qui aurait un poids de 25 ou 30 kilos, c'est-à-dire en fait d'un enfant ou d'un très jeune adolescent. Et donc, dans le fond, contrairement à ce qu'on a parfois raconté, eh bien, on pense que la marche est relativement efficace, si je peux dire, chez ces australopithèques. Alors, depuis quelques années, il y a eu d'autres découvertes qui se sont ajoutées à la découverte de Lucie. En particulier, on a découvert ce squelette qui est très complet aussi, enfin, d'une façon différente, auquel on a donné le charmant nom de Kadanumu, et qui vient d'un gisement éthiopien aussi qui s'appelle Woranso Mile, qui est un petit peu plus vieux que Lucie. Et je vous le montre parce que c'est un squelette qui a appartenu à un individu qui est beaucoup plus grand que Lucie. Vous voyez, Lucie est là, en silhouette, et donc c'est un individu mâle, beaucoup plus grand. Et je vous montre cet individu parce que, dans le fond, avec sa découverte et puis d'autres découvertes qui ont eu lieu par la suite, on en est venu un peu à reconsidérer l'idée que les australopithèques, c'était des espèces de chimpanzés bipèdes qui avaient beaucoup de caractéristiques de bipèdes, mais à côté de ça aussi beaucoup de caractéristiques de grands singes. Et en fait, en particulier avec ce spécimen, on a une très très bonne connaissance de l'épaule, du bras, d'autres. Et on a tendance à, même dans les proportions corporelles, à revisiter un peu ces australopithèques aujourd'hui en les faisant plus humains dans le fond que ce qu'on les a fait très longtemps. Pour en finir avec les australopithèques, je vous rappelle qu'on n'en a pas seulement en Afrique de l'Est, mais en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, Australopithecus africanus et Australopithecus sediba montrent aussi ces caractères de bipèdes sans trop de discussion. Sediba, c'est vraiment un australopithèque très, très tardif. Les chercheurs qui l'ont décrit ont essayé pendant un moment d'en faire même un représentant du genre Homo. Pourquoi ? Eh bien, en particulier parce que le membre inférieur et le bassin avaient des caractères encore plus humains, si je peux dire, que ce qu'on trouve normalement chez les australopithèques. C'est certainement, encore une fois, un exemple d'homoplasie, c'est-à-dire du développement de la même tendance évolutive dans des lignées différentes, ici, ces australopithèques. Alors, pour en finir, quelques mots sur le genre Homo. Alors, les formes les plus anciennes du genre Homo, en particulier Homo habilis, eh bien, malheureusement, c'est très difficile d'en dire quelque chose au plan des proportions corporelles. Je vous ai à dessin mis ces photos qui vous montrent ce qui est cité dans la littérature comme les deux squelettes partiels d'Homo habilis. Ils sont très cassés quand même. Donc, vous voyez que il est très difficile, à partir de ces vestiges, de se faire une idée très précise des proportions corporelles et des caractéristiques anatomiques de ces Homo habilis. Certains de mes collègues, en particulier Bernard Wood, dont je parlais tout à l'heure, ont tendance à penser qu'en fait, ces formes-là sont des formes qui, à bien des égards, sont encore très très proches des australopithèques, non seulement par leur anatomie, mais par aussi leur mode de vie. Alors, on connaît un pied d'Homo habilis qui vient d'Olduvai, qui est un fossile très célèbre, l'hominide 8 d'Olduvai. Alors,
on a tout un débat pour savoir si c'est bien un pied d'Homo habilis plutôt qu'un pied d'Australopithèque, mais sans rentrer là-dedans, ça fait partie de la liste des spécimens qui ont été décrits initialement comme appartenant à cet Homo habilis. Il a des caractères qui sont des caractères mixtes. Certains caractères sont assez primitifs, rappellent les australopithèques. On peut citer parmi les caractères qui le rapprochent vraiment des hommes et des hommes actuels le fait qu'on n'a pas du tout d'articulation intratarsienne. On a donc déjà cette rigidité du pied. On a cette voûte plantaire. Et puis aussi, on a des proportions en termes de taille des métatarsiens qui sont ce qu'on peut trouver chez des hommes actuels, avec le premier métatarsien, donc celui de la luxe, qui est le plus robuste, et puis ensuite c'est le numéro 5, et puis on repart en ordre décroissant, 4, 3, 2 en termes, et ça c'est un caractère qui est assez humain. Alors en fait, c'est, encore une fois, avec Homo ergaster, avec Homo erectus, donc il y a moins de 2 millions d'années, qu'on va trouver des formes, alors elles, qui présentent toutes les caractéristiques quasiment de la bipédie qu'on va trouver chez l'homme moderne, des proportions corporelles qui sont des proportions corporelles, ma foi, qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Alors on a eu dans cette reconstitution-là, qui remonte aux années 80, on a un peu exagéré l'étroitesse du bassin. En fait, on sait aujourd'hui que ce sont des formes avec des bassins un peu plus larges que ça, mais on a un membre inférieur qui est très long par rapport au tronc, et ça, c'est une caractéristique tout à fait humaine, et un changement par rapport à ce qu'on avait chez les australopithèques, même s'ils n'ont pas des proportions de chimpanzés, mais ils ont quand même un membre inférieur qui n'est pas aussi allongé que celui qu'on a chez les hommes modernes. Et surtout, avec ces Homo erectus est-africains, on a des quantités d'empreintes de pas qui ont été découvertes. Elles ont été découvertes généralement le long d'anciens lacs, et l'image que nous donnent toutes ces empreintes de pieds, c'est l'image de groupes d'hommes qui patrouillent le long de ces lacs. D'ailleurs, de façon assez remarquable, quand on regarde toutes les empreintes de pas qui sont laissées, pas seulement par les hommes, mais par d'autres mammifères, le long de ces lacs, on se rend compte que la proportion d'empreintes humaines est énorme. Je crois que c'est de l'ordre de 30%, alors que dans le registre fossile, eh bien, les restes humains sont beaucoup plus rares que ça dans les gisements contemporains. Donc il semble que ces hommes ont une prédisposition à venir patrouiller le long de ces lacs, peut-être à la recherche de nourriture. On a pu estimer la taille de ces groupes. Alors il y a toute une série d'études qui ont été menées sur la taille des individus, la taille de leurs pas, leur vitesse de déplacement, etc., etc. Ce qui est très important à retenir de ces études-là, c'est que dès 1,5 million d'années, eh bien, on a des empreintes de pas qui reproduisent pratiquement toutes les caractéristiques qu'on va trouver chez des empreintes d'hommes modernes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré que les empreintes des orteils chez notre Australopithecus afarensis étaient relativement peu marquées, qu'il y avait surtout un appui très fort sur le talon, que la voûte plantaire était peu marquée. Là, toutes ces caractéristiques sont humaines sont bien présentes, et vous voyez ici en particulier la comparaison entre des hommes actuels avec la profondeur de l'empreinte pour les différents orteils et puis les différents métatarsiens, qui comparent donc des hommes actuels, nos Homo erectus de l'Est Turkana et puis nos afarensis de l'Aetoli. Vous voyez que de façon très très nette, en tout cas pour ce qui est des orteils, là ici, les hommes d'Ilret d'1,5 million d'années ne se distinguent pas des hommes actuels. Donc pour finir, et en conclusion, je voulais vous montrer cette
cette image qui a été produite très très récemment par Hermann Pontzer, qui a repris un petit peu tous ces travaux sur, pas seulement sur le développement de la bipédie, mais surtout le développement de la bipédie dans une perspective, une approche énergétique, et puis en gardant en tête que dans le fond, au-delà de la marche, ce qui est important pour les hommes actuels, c'est cette fameuse course, cette course d'endurance, alors qu'on a, nous, plus ou moins oublié, mais qui était quelque chose de vital pour des chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Et dans le fond, on voit qu'au cours de l'évolution des hominines, on a trois grandes étapes. On a une étape qui est représentée par ces formes anciennes comme Ardipithecus. Alors pour le Tchadanthrope, on n'a pas vraiment d'informations sur ses pieds, ses membres inférieurs, mais disons ce qu'on peut tirer d'Ardipithecus, c'est le fait qu'on a une capacité de déplacement bipède, mais probablement avec un coût énergétique qui n'est pas très intéressant, si je peux dire. On a une deuxième étape qui est représentée par les Australopithèques, Australopithecus afarensis, donc Lucie, et puis aussi les Australopithèques sud-africains, où là, on a une bipédie qui est très affirmée, qui est efficace. Vous avez vu qu'en termes de coût énergétique, Lucie se place dans le fond dans la variation moderne si on considère des individus de poids, de masse corporelle équivalente. Alors ce qui est quand même tout à fait remarquable, c'est que vous voyez ici, là, ce groupe qui est marqué Burtele, c'est une forme d'Australopithèque qui a été décrite assez récemment, qui s'appelle Australopithecus derimeda. Cet Australopithèque, il a gardé une morphologie qui rappelle un petit peu Ardipithecus, avec un hallux qui est opposable aux autres orteils et qui est séparé qui est très divergent par rapport aux pieds. Donc, une variété de formes, une variété de locomotion, même au sein des Australopithèques, mais disons une adaptation à la marche qui est très très efficace. Et puis alors, ce qui est marqué ici en bleu et qui commence peut-être il y a 2 millions d'années, mais qui est parfaitement bien démontré depuis 1,5 million d'années, eh bien une adaptation non seulement à la marche, mais une adaptation à la course et à la course d'endurance, qui a été probablement un élément essentiel qui a permis à ces hommes de s'adapter à ces milieux ouverts, de sortir d'Afrique, de pénétrer dans des territoires nouveaux de l'Eurasie et de se montrer des prédateurs extrêmement efficaces, peut-être pas de la façon que vous imaginiez avant de venir à ce cours aujourd'hui, mais en pratiquant cette forme de chasse qui est tout à fait extraordinaire, qui consiste à poursuivre les animaux jusqu'à l'épuisement afin de pouvoir les capturer et en extraire de l'énergie. Je vous remercie pour votre attention.